Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. On voulait faire une petite célébration de ces 10 ans des radis, puisque c'est la 10e édition des radis. Et on s'est dit, tiens, allez, on va parler de 40 ans d'innovation pour l'animation pour fêter ces 10 ans. Et en fait, Marc l'a déjà fait, et très brillamment. Bon, écoute, je ne sais pas si on va l'égaler, mais on va tenter. Non, sûrement pas. Alors, déjà, c'est un territoire très lié à l'image où nous sommes aujourd'hui, à l'image, à l'animation. Et je vais vous reprendre quelques petites dates en introduction. Donc, en fait, le 25 janvier 1974, c'est-à-dire il y a 50 ans, ça a été le lancement à Angoulême du premier festival de la bande dessinée par une poignée de passionnés. Et donc ça, c'était il y a 50 ans. En 1984, donc il y a 40 ans, Jack Lang, ministre de la Culture, annonce dans le cadre des grands travaux du président de la République François Mitterrand la création du Centre national de la bande dessinée et de l'image, le CNBDI. Et ce site est dédié à accueillir un musée, une médiathèque et un centre d'image numérique. Puis en 1989 est créé le département d'image numérique, le DIN. Le CNBDI, au final, est inauguré en 1990. Puis, il y a la création du musée de la bande dessinée, où nous étions tous hier soir, qui a ouvert ses portes en juin 2009, dans les anciens chais restaurés par l'architecte Jean-François Bodin. Bon, c'est un ami, un confrère, c'est pour ça que je lui fais un peu de pub. Et ce musée de la bande dessinée, je ne sais pas si vous le savez, mais en 2023, c'est quand même un établissement qui a réalisé plus de 100 000 entrées. Donc 100 000 entrées, il faut comprendre, en province, c'est quelque chose de très, très important. Et puis, sur l'innovation, il y a eu la création du Forum international des technologies de l'animation en 1999 au CNBDI, puis la création des RAF en 2009, dont nous avons fêté l'année dernière le 15e arrondissement, anniversaire. Le matin, c'est dur. Hein. Puis la création des radis en 2015, dont nous allons fêter le 10e anniversaire. Voilà, ça y est, j'y suis arrivé. Valérie, je te passe le micro et tu vas nous transmettre ta mémoire ou une partie. Eh bien, bonjour à tous. Je me présente très, très rapidement. J'ai eu la chance de travailler au CNC pendant très longtemps. J'ai fait toute ma carrière au CNC. Et ce qui me permet d'être là aujourd'hui, c'est que j'ai assisté un peu au démarrage de tout ça. Donc, bon, 40 ans d'innovation en 15 minutes, c'est pas très facile. Donc, je me suis dit que j'allais revenir uniquement aux fondamentaux et à la création de tout ça. Alors, l'animation, certains le savent, c'est mon secteur de cœur, c'est le secteur que j'ai toujours suivi, toujours aimé, sans doute parce que je considère qu'il est très créatif, dynamique, concurrentiel. Bon, vous le savez, on a les meilleures écoles en France, on a des talents, on a des auteurs, on a des studios, on a des bons producteurs, on a des bons distributeurs aussi. Et puis surtout, en France, on a une diversité de l'offre de programmes. Bon, je sais aussi qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de turbulences dans le domaine de l'animation, tout ne va pas si bien, mais il n'empêche que le secteur de l'animation, c'est quand même le 4e producteur mondial derrière le Japon, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Il faut quand même garder ça en tête. C'est le premier genre, enfin, ça a été le premier genre à l'export pendant plus de 25 ans. Aujourd'hui,
il est deuxième, mais bon. Et puis, vous le savez, ça a été une progression faramineuse du nombre d'emplois dans le secteur. Et en fait, je suis convaincue que l'animation n'en serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la mise en place, il y a 40 ans, d'une vraie politique globale de soutien au secteur. Et donc, tout a démarré, je pense, avec un certain ministre dans les années 80 qui a décidé de soutenir l'ensemble du secteur de l'image. Beaucoup plus que ça, évidemment. Jack Lang, je ne vais pas énumérer toutes ses actions, mais juste, Fête de la musique, les grands projets, le prix unique du livre. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qu'il a fait dans le secteur de l'image. Alors, en 83, il y a eu deux choses importantes, à mon avis. Il y a eu la création de l'IFSIC. L'IFSIC, l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est la première fois où il y a l'investissement conjoint de l'État et des établissements financiers pour soutenir l'industrie culturelle. Aujourd'hui, l'industrie culturelle, ça paraît presque normal à tout le monde. Il faut se rappeler qu'à l'époque, culture et industrie étaient radicalement opposées. L'industrie, c'était le sous-produit standardisé, mais en tout cas, ce n'était pas un produit culturel. Aujourd'hui, c'est rentré dans les usages, ça pose plus trop de questions, je pense. Et deuxième élément hyper important à l'époque, ça a été la création d'une agence qui s'appelait l'agence Octet et qui était une association, c'était une espèce d'ovni dont la mission était le développement des nouvelles technologies dans toutes les disciplines culturelles. Et c'est ça qui est important. Alors, l'agence Octet a été dissoute en 86. Ensuite, le CNC a récupéré une partie de ses actions. Mais l'élément fondateur, c'était la logique transversale qui impliquait toutes les disciplines du ministère de la Culture. Donc, on n'est pas uniquement dans le secteur de l'animation, là, mais vraiment sur les nouvelles technologies doivent imprégner tous les secteurs de la culture. Et donc, cette agence a mis en place pas mal de choses. C'était l'heure de choses dont vous vous rappelez peut-être pas, mais il y avait le roman télématique, il y avait l'art vidéo avec Michel Jaffrenoux, Caro, Kunzel. Il y avait l'effervescence du clip avec Mondino et Gondry. Enfin, je ne vais pas tout citer, mais c'était aussi le début de l'image interactive. Le ministère de la Culture soutenait des laserdiscs sur le Louvre, des visites interactives de la grotte de Lascaux. Tout ça a été soutenu par le ministère. Période foisonnante aussi au niveau de l'habillage télé. Et puis, c'était aussi la création de tout un tas d'événements qui se terminent en graphe. Donc, le SIGRAPH, le Nicographe, le Paris-Graphe. Imagina, ça ne se termine pas en graphe, mais c'est quand même un des rendez-vous extrêmement importants. Il y avait aussi Faust, Eurographics. Et donc tout ça a permis, en tout cas, cette espèce de foisonnement créatif. L'arrivée de Canal a été un événement aussi fondamental pour la diffusion de toute cette création auprès du grand public. Juste
voilà, Alain Buros, à travers l'œil du cyclone, a quand même beaucoup contribué à diffuser toute cette expérimentation-là. Juste un petit point, à l'époque, j'ai trouvé ça quelque part, Canal diffusait 300 courts-métrages dans les années 90. Donc les choses ont un peu changé depuis. Et puis, pour arriver à notre sujet d'aujourd'hui, il y a eu en 82 et 83 la mise en place de 2 grands plans lancés par Jack Lang. Le plan de relance du dessin animé, alors je crois qu'il ne s'appelle pas comme ça, mais plan image-image, c'est ça? Image par image. Image par image. Ça veut tout dire, hein, image par image. Le contexte dans ces années-là, en fait, c'était 3 chaînes publiques, TF1, Antenne 2, FR3, qui diffusaient quasi exclusivement des programmes d'animation japonaises ou américains. Les entreprises japonaises à l'époque, donc dans le début des années 80, produisaient à elles seules 70% de la production mondiale. C'est quand même énorme. En France... On revient de loin. Ouais, non, mais il faut resituer, faut resituer les choses. En France, on avait quelques producteurs, Bello Capi, DDH, DIC, Procidis, qui fabriquaient tous en Asie, éventuellement un peu en Europe de l'Est, mais surtout en Asie. Et tout ce qui était dessin animé français, je mets de côté le long métrage qui quand même existait, mais sinon en matière de télé, c'était donc de la pub et quelques courts-métrages, mais en tout cas pas une industrie. Et donc la logique de ce plan image par image était de développer une vraie industrie du dessin animé créée et fabriquée en France. Pour alimenter les chaînes françaises, mais aussi pour accéder, une des idées, en tout cas un des objectifs, c'était d'accéder aussi au marché international. Et donc, là où les producteurs français à l'époque produisaient des épisodes très courts quand il s'agissait de télé, il fallait passer aux 26 fois 26 minutes, qui était le standard de diffusion à l'époque. Et donc, c'est à ce moment-là où a été mis en place, je pense, tout l'écosystème qui existe encore actuellement. Un soutien public à la production, donc la création au CNC du Fonds de soutien audiovisuel en 1986, avec à l'époque en plus un guichet spécifique destiné au programme jeunesse, avec une obligation pour les diffuseurs d'investir dans ces programmes. Deuxième élément de cet écosystème, la mise en place de formations. Je pense que tu y reviendras sans doute un petit peu après. À l'époque, je vous rappelle, il n'y avait quasiment qu'une seule école dans le domaine de l'animation, c'était les Gobelins, qui avait été créée en 1974 par Pierre Aima. Et donc dans les années 80, quand Lang a mis en place tout ça, en fait, le CNC travaillait beaucoup avec les Gobelins et l'AFDAS pour mettre en place des plans de formation spécifiques au dessin animé en relation avec le marché. Il y a eu en 85 la création du marché à Annecy. Le festival existait déjà, mais le marché, le MIFA, n'existait pas. Il y avait 30 exposants, 3 tentes qui étaient plantées en face de Bonlieu, 300 participants, dont à peu près la moitié d'étrangers.
au moment de la création. Aujourd'hui, il y a 1000 sociétés et à peu près 6500 accréditées. Donc voilà, tout ça c'est beaucoup développé. Et puis, deux autres points dans le cadre de cet écosystème. Un soutien aux studios de fabrication, donc via un plan dont on va parler après, le plan recherche-image, et puis un petit peu plus tard, les obligations d'investissement des chaînes de télé dans la création. Donc ces quatre éléments constituent pour moi l'ensemble de l'écosystème qui permet à toute cette création d'exister aujourd'hui. À cette période, on a assisté à la création de pas mal de sociétés de production. Donc là, je vais d'abord citer celles qui travaillaient en dessin animé dit traditionnel. France Animation, les Cartooners, Folimage, Téléimage, Ellipse, PMMP, Pixibox, qui travaillait avec des outils informatiques, Dargo, bon, il y en a eu d'autres, hein, mais voilà, dont certaines de ces sociétés existent encore aujourd'hui. Autre élément qui a contribué à la structuration de ce secteur, la création du SPFA en 1988. Aujourd'hui, c'est Anime France, mais donc la profession a commencé à se structurer avec un syndicat. Et puis, au niveau européen, en 87, il y a eu la création de Cartoon, qui avait élaboré un plan d'action pour l'animation européenne. Et ça, je pense que ça a largement contribué au développement du secteur de l'animation, y compris en France. Toute cette petite communauté qui a grossi au fil du temps se rencontrait et continue à se rencontrer au Forum Cartoon, et ça a permis, en tout cas à tous ces producteurs, de découvrir les marchés européens, être en contact avec les différentes chaînes dans les autres pays, contribuer à la coproduction intra-Europe, puisque Cartoon était quand même centré là-dessus, ce qui n'empêche pas qu'il y a des coproductions internationales, et on le sait bien, quoi qu'il en soit, le marché français ne pourrait pas absorber à lui seul le financement des productions françaises, donc il faut un certain nombre de partenaires extra-européens. Donc le plan image a mis, le plan image par image, dessin animé, a permis la mise en place de tout ça. Et en parallèle, il y a eu un autre plan hyper important qui est le plan recherche-image, qui a été lancé en 82, et les deux plans se croisent puisque le plan recherche-image a nourri quelque part le plan dit dessin animé. Donc le plan recherche-image 82, ça réunissait 4 ministères, industrie, PTT, communication, culture, et tout ça était sous la houlette d'un comité interministériel qui était coordonné par l'INA. Donc l'INA a eu un rôle extrêmement important dans tout le suivi et la mise en place du plan recherche-image. L'objectif à cette époque-là, c'était de développer l'image de synthèse 3D dans le domaine de la production audiovisuelle. Donc dans les différents champs de la production audiovisuelle, mais dans la production audiovisuelle. Donc il y avait des aides à la production, évidemment, pour le cinéma et la télé. Il y avait des aides au développement de logiciels et de matériel. Il y avait des aides à l'investissement, il y avait des aides à la formation, il y avait des aides à la présence sur
les différents marchés. Je n'ai pas entré dans le détail de tout ça, mais côté production, côté effets spéciaux, juste quelques titres dont vous vous rappelez sans doute pas, de films qui ont été aidés et qui sont un peu les pionniers en France, en tout cas, des effets spéciaux numériques sur le long métrage. L'Unique en 86, Terminus en 86 également, Scheherazade un petit peu plus tard en 90. Les côtés clips, bon, ben, j'ai déjà cité le secteur du clip, mais un ordre de grandeur, 200 000 € accordés à un clip des Rita Mitsuko. 200 000 francs peut-être. 200 000 francs, pardon. 200 000 francs, pardon. Donc clip Rita Mitsuko réalisé par Maguff à l'époque, enfin fabriqué par Maguff et réalisé par Mondino. Il y avait aussi, et on a vu quelques images que Marc Petit nous a montrées au tout début, d'opérations dites spéciales, opérations particulières, des performances, des installations ou des films liés à des événements particuliers. Donc il y a eu des spectacles, je citerai Jaffrenoux, vidéo-opérette réalisée par Ex Machina, et Paris 89 réalisé par Exmac. Oui, dont on a vu une image. C'est ça qu'il a montré tout à l'heure. Il y a eu aussi un appel à projet qui a été lancé en 87 pour la réalisation de quelques courts-métrages, 4, réalisés intégralement en 3D et qui étaient jugés sur la qualité du scénario et de l'animation. Il faut se rendre compte qu'à cette époque-là, l'image de synthèse n'était pas forcément très narrative. Les débuts de l'image de synthèse ont été émanaient en tout cas plutôt d'informaticiens. Et donc là, l'objectif avec cet appel à projet, c'était messieurs et mesdames les créateurs, fournissez-nous quelques courts-métrages avec un vrai scénario. Le montant de cet appel à projet n'était pas négligeable, hein, c'était 1 million de francs pour 4 projets, donc c'était quand même beaucoup d'argent. Et l'objectif, là, c'était de faire travailler les animateurs et les ingénieurs ensemble pour produire des œuvres. Donc ça a donné 4 courts-métrages, un qui ensuite a été la première série réalisée en 3D, c'était La vie des bêtes. À l'époque, donc le pilote a été aidé, c'était produit par Programme 33, réalisé par Maguff. Procédé super intelligent pour une petite série, puisque c'était une série qui a été réalisée en vision subjective pour contourner un certain nombre de contraintes liées à la 3D. Et c'est une série qui, je suppose, a été diffusée sur Canal, je suppose. Ensuite, Professeur Magnétique, deuxième court-métrage, Stylo, produit par Eurocitel, qui avait été sélectionné, je crois, à Imagina, au SIGGRAPH et à Annecy. Et puis, dernier projet, Computer Home, produit par une société qui s'appelait BSCA. C'était Pierre Buffin et Henri Sédou qui avaient monté cette société. Aujourd'hui, enfin bon, c'est pas BSCA, mais Buff, Pierre a continué et Henri Sédou a changé de secteur. Et puis, c'est le début donc, de la série 3D là, qui arrive dans les années 88-89. La vie des bêtes, les quarks, les fables géométriques et Insector, qui sont des
premières séries importantes qui ont été diffusées à l'antenne. Donc tout ça a quand même pris pas mal de temps à se développer. Côté formation, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu tout un tas de formations mises en place à l'image de synthèse, donc à l'ENSAD, ATI, qui est un département de Paris 8, et toutes les formations mises en place avec les Gobelins. L'investissement, les aides à l'investissement étaient des aides extrêmement conséquentes, et l'objectif là n'était pas d'aider du soft, mais était vraiment d'aider soit des sociétés, était d'aider des sociétés. Alors je vous donne un ou deux ordres de grandeur du financement. Il y a eu un financement pour le centre de calcul de la Sogitech à l'époque, 5 millions de francs. C'est à peu près 1,6 million aujourd'hui, je crois. Il y a eu 4 millions de francs qui n'ont pas été versés, mais c'était pour une société qui s'appelle IO, Images par ordinateur. C'était un studio de dessin animé qui finalement n'a pas vu le jour ou pas perduré. Mais donc les 4 millions n'ont pas été versés, mais l'attribution quand même de sommes importantes. Bon, Micros, l'école des mines aussi. Il faut dire qu'à cette époque-là, le soutien public aidait aussi le public, enfin les entreprises publiques. Côté R&D, deux grandes orientations à l'époque. Donc, priorité au dessin animé. On appelait ça le DAAO, dessin animé assisté par ordinateur. Et donc là, il s'agissait de subventionner la création de logiciels qui pouvaient soit être commercialisés, soit être utilisés en interne au sein des studios. Donc des stations de travail ont été développées avec, là encore, de l'argent public, 4 millions de francs à la société XCOM, 3 millions de francs à la société De Graaf pour le développement d'une station de travail, et puis d'autres développements qui étaient utilisés en interne au studio, Label 35, mais aussi et surtout, il y a eu le soutien au développement de logiciels chez TDI, donc le logiciel Explore. Alors je ne sais plus en quelle année, mais ils ont obtenu de l'ordre de 2 millions de francs pour développer le logiciel Explore au sein de TDI. À ce moment-là, en fait, les sociétés étaient aidées à la fois et simultanément et cumulativement pour de l'achat de machines, de l'aide au développement et du soutien à la production, pour ceux qui faisaient les trois, évidemment. Bon, aujourd'hui, alors qu'est-ce qui reste de tout ça? Il reste un certain nombre de sociétés de production qui continuent à exister fort heureusement. Les logiciels en tant que tels qui avaient été aidés à l'époque, je pense, ont à peu près tous été vendus, notamment aux Canadiens ou aux Américains. Je crois aujourd'hui qu'il y a des petits bouts de soft d'Explore qui restent dans Maya. Je ne suis pas trop sûre, mais je crois. En tout cas, l'aspect industriel, développement de logiciels, n'a pas produit une vraie industrie de la vente de soft.
En revanche, sur la production, tout ça a pu continuer. Je ne vais pas reparler des aides aux manifestations puisque je les ai citées tout à l'heure. Hein, il va falloir qu'on passe à Pierre. Ouais. Et donc je fais très vite pour la suite. Donc plan recherche-image arrêté, a duré une dizaine d'années. Ça a été ensuite remplacé par le PRIAM, Programme de recherche innovation audiovisuelle multimédia. C'était un partenariat culture-industrie. Ensuite, c'est devenu le RIAM, qui était un réseau recherche innovation en audiovisuel et multimédia. Toujours partenariat culture, recherche, industrie. Tout ça a évolué au fil du temps en termes de financement, mais les objectifs étaient toujours les mêmes. Hein. C'est le soutien à l'innovation et la R&D dans les techniques de l'image et du son en cinéma et audiovisuel, grosso modo. Donc les partenariats ont évolué au fil du temps. Ça a été CNC et l'ANR, ensuite CNC, OSEO, puis CNC, BPI. Aujourd'hui, c'est devenu CNC seul, avec peut-être des orientations un petit peu différentes, mais vous allez avoir une intervention là-dessus cet après-midi, je crois. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Juste quelques thématiques rapidement de tout ce qui a été... les thématiques de R&D qui ont défilé dans le temps. Au tout début, on était sur les hautes définitions. Omnimax, IMAX, ShowScan, TVHD. Ensuite, ça a été mélange d'images de synthèse et d'images réelles. Et puis ensuite, on trouve de façon récurrente tout ce qui est mocap, compositing, 3D relief, l'IA évidemment, le temps réel, tout ce qui porte sur la gestion de production et tout ce qui porte sur le pipeline et les redditions de comptes qui sont aussi un élément important. Voilà les évolutions en fait aujourd'hui. Marc a fait une belle keynote tout à l'heure. Ce que je constate avec ma distance, en tout cas, c'est l'évolution vers des logiciels gratuits, open source et collaboratifs, voire la conférence d'hier. L'utilisation de moteurs de jeu aussi dans le secteur de l'animation, avec en surcouche évidemment tous les enjeux de développement durable, et je mets de côté l'intelligence artificielle qui est un sujet trop complexe pour moi. Voilà, je vous remercie. Je voulais juste montrer une petite diapo. Alors en régie, est-ce qu'on peut basculer l'image ? Donc ça, c'est petit clin d'œil à quelqu'un qui s'appelle Georges Lacroix, qui avait une société qui s'appelait Fantôme, qui nous envoyait un certain nombre de fax au CNC, et je trouve que cette image résume assez bien la problématique entre les technologies et les industries culturelles. Donc on voit le petit triangle de Fantôme dont on ne sait pas trop où le mettre. Oui, voilà, ça représente bien les problématiques de l'époque. Voilà. Où mettons les créatifs. Merci Valérie. Et donc, je vais reprendre une formule que Pierre avait fait un événement qui s'appelait « Le futur a un passé ». Et je pense que ça résume assez bien notre session de ce matin. C'est-à-dire qu'en fait, toute la partie innovation et financement de l'innovation, soutien à l'innovation, c'est quelque chose qui a été mis en place maintenant il y a de nombreuses années et qui permet qu'effectivement aujourd'hui nous ayons tout un écosystème efficace qui va des écoles
au studio, à la distribution. Pierre, à toi le micro. Et il faut le mettre assez près de... Voilà. Bonjour, merci Stéphane et Valérie et Véronique pour l'invitation. Après Marc, et en un quart d'heure, sacré challenge de parler de 40 ans, donc j'ai été obligé de sauter beaucoup de choses et d'essayer d'aller vite. Bon, j'avais prévu de dire d'où je parle, peu importe si je vous parle de ma vie, on va déjà y passer 10 minutes. Je voulais revenir... On y a fait allusion tout à l'heure. Il y a à quelques jours près, exactement 41 ans, Mitterrand était ici, à Angoulême, et il était reçu par le député-maire, qui était en pleine gloire. Il a mal tourné, le pauvre, après, mais qui lui raconte que le papier carton, la chaussure, la tannerie, la bonnetterie, ça marche plus très bien. Que Angoulême s'est relancé dans la bande dessinée déjà depuis quelques années, mais que maintenant elle va y ajouter l'image animée. Et donc Mitterrand vient d'ailleurs pour inaugurer cette entreprise image ordinateur dont tu as parlé tout à l'heure. Je trouve que c'est significatif parce que quand on préparait cette session avec Stéphane, on avait envisagé que je puisse parler un peu de tous les écosystèmes dans le Nord, à Valence, à Marseille. J'ai pas pu, voilà, il a fallu faire des choix, mais je voulais quand même parler de celui d'Angoulême. Et il y a une revue de presse très complète à cette époque. J'ai pris simplement un petit extrait de la pleine page du Monde qui dit « À Angoulême, François Mitterrand est attendu pour un mariage, celui de la bande dessinée et de l'ordinateur ». Je reviens donc, on est au début des années 80. François Mitterrand a été élu en mai 81. Il y a d'abord dans le programme sur lequel il a été élu le doublement du budget de la culture. Donc c'est ce qui va donner un punch énorme à tout un tas de subventions et de projets. Moi, aux Arts Déco, on avait déposé un projet pour avoir des ordinateurs en 79. On nous avait répondu, envoyez vos étudiants dans un club de micro-informatique. Voilà là une adresse à la Courneuve. J'ai redéposé la demande en 81 et là on m'a dit formidable et on a quand même été très bien doté dans les années suivantes parce qu'il y avait de l'argent et des moyens de le dépenser. Tu as beaucoup parlé de Jack Lang et on parle toujours de Jack Lang. Moi je trouve important, bien sûr, il y est pour beaucoup, mais de rendre aussi hommage à François Mitterrand parce que quand on regarde ce qu'il a dit à l'époque, je pourrais vous en mettre pendant un quart d'heure des écrits de Mitterrand, mais notamment dans le colloque, un colloque à la Sorbonne, vous voyez, qui dit « Il faut investir dans la formation technologique et d'un même mouvement, investir dans la création artistique ». Donc cette idée des industries culturelles, cette idée qu'il faut marier les chercheurs et les créateurs, premiers artisans du changement à notre œuvre de redressement national, c'est une idée qui venait du président lui-même et qui était impulsée par lui. Alors si on revient au contexte de l'époque, d'où on part, et qui a été la force, je pense, de la France, parce qu'il faut des politiques qui aident, mais il faut aussi un écosystème. Il faut une base. Il faut une base. Merci. D'abord, au niveau de la recherche, on a de nombreuses équipes de recherche et il y aurait encore, dans mon livre, je n'ai pas pu le traiter, je regrette, il y aurait un travail de recherche à faire sur la recherche française en infographie dans ces années-là. À Télécom Paris, très rapidement, il y avait un groupe image très fort autour de Henri Maître et Francis Schmitt, d'où vont sortir Paul-Louis Dahan et Fac Le Tuan qui ont fait Human Unknown, un film méconnu, mais qui est le premier film, il est sorti en même temps que Maison Vol, mais en HD, sélectionné à premier film français sélectionné à SIGGRAPH, et qui est une belle performance. Jean-Charles Ourcade, qui a créé TDI et Explore, avec ses deux comparses de l'INA et puis après toute une équipe. Mais à Normal Sup, il y avait une équipe autour de Claude Puech, dont sont sortis de nombreux chercheurs brillants. Marie-Paul Cany, qui a fait l'IMAG à Grenoble, qui a été chercheur au Collège de France et qui est maintenant à Polytechnique. À l'école des travaux publics, alors là, c'est un peu plus curieux, il n'y avait pas de laboratoire de recherche de l'image, mais il se trouve qu'il y a deux comparses, Arnaud Lamorlette et Christophe Herry, qui étaient ensemble et qui ont soutenu comme travail de fin d'études. Ils avaient un peu peur, d'après ce qu'ils racontent, de se faire jeter, parce que c'était quand même pas vraiment le domaine.
un travail sur les textures chez Buff, un travail de plaquage de textures sur une canette déformable qui était pour l'époque une très belle performance. Et puis dans les universités, à Grenoble, à Nantes, à Lille, à Toulouse, à l'INRIA, à Rocancourt, il y avait des programmes de recherche autour de l'image. Il y avait aussi l'INA, le CCETT à Rennes, qui dépendait des PTT et de TDF, le LACTAM à Polytechnique. Il y avait des grandes industries qui ont joué des rôles majeurs dans ces débuts, même si ce n'est pas elles qui ont le mieux réussi, c'est plus, je dis toujours, les saltimbanques, les MacGuff, les Buff qui mangeaient de la vache enragée et qui ne se payaient pas toujours, qui ont réussi et qui sont encore là aujourd'hui, que les grosses boîtes qui ont dit « vous allez voir ce que vous allez voir, nous, on va mettre des vrais moyens ». Ils ont coulé finalement relativement vite, mais ça a joué un rôle et ça a permis quelques très beaux films et très belles sociétés. Et puis les écoles d'art, on a parlé, si j'ai le temps à la fin, j'ai 2 diapos sur les écoles d'art, mais je ne sais pas si j'aurai le... Tu verras. La French Touch, oui, j'ai oublié la dernière ligne. La French Touch, ben, oui, le fait quand même que la France, au niveau mondial, au niveau graphique, créatif, on a une certaine réputation. Sur le plan des matériels, il faut voir, rappelez-vous, enfin, imaginez, si vous n'étiez peut-être pas né, pour certains d'entre vous, qu'avant 84, il n'y avait pas de système clé en main. Il y avait des gros ordinateurs ou à la limite des mini. Jean-Charles Hourcade raconte que depuis ses labos de l'INA à Brie-sur-Marne, il fallait qu'il prenne sa 4L de service pour aller au centre de calcul d'Orsay, chercher son image, la ramener et la voir. 2 heures pour voir une image. Moi, j'allais de la rue d'Ulm à la rue de la Banque, où était l'ordinateur central du ministère de la Culture, qui servait pour 10 000 agents, dont nous. Donc on avait des fois un peu de mal à passer nos calculs d'image dans la journée. On attendait dans le bilan carbone, à l'époque... En 81, tournant majeur, l'arrivée de l'IBM PC et des compatibles, ce qui fait que dès 84, on a des systèmes clés en main qui vont jouer un rôle très important. D'abord, ils sont abordables. 300 000 francs, ce n'est pas donné, mais c'est déjà beaucoup moins cher que les gros ordinateurs. Et surtout, il n'y a pas besoin d'ingénieurs sur place, d'une maintenance informatique. Les fantômes, les MacGuff, voilà, ils étaient très débrouillards au niveau informatique, mais ils n'auraient pas maintenu un gros ordinateur. Alors ces systèmes, je vais essayer de passer rapidement, il y en a 2 majeurs et puis d'autres autour. Le Cubicomp, qui était un système américain, qui lui justement, enfin c'est comme le suivant, tu parlais de la vie des bêtes, où effectivement, dans ces systèmes-là, la seule animation qu'on avait, c'était l'animation de la caméra, l'animation du monde. Donc pour animer des personnages, il fallait les animer en fait en faisant des déformations de modèles, ce qui était un sacré challenge, d'où l'idée géniale de MacGuff sur la vie des bêtes dont tu as parlé. Et puis avec des mondes très limités, puisqu'ils étaient limités à 40 000 points, si ma mémoire est bonne. Oui, c'était de cette ordre de grandeur-là. Donc l'idée géniale d'avoir juste comme animation la vision subjective de l'animal dans la vie des bêtes et du coup on n'a qu'une animation de caméra. Cubicomp, j'estime à une 30aine en France, ça a permis à Fantôme de démarrer, ZA vous en avez eu, Captain Vidéo, Images Pressées, Screm, je ne les ai pas tous cités, et dans des domaines plus institutionnels, l'ANSAD, l'ADAC, qui étaient les centres de formation de la ville de Paris, le CPA, les militaires, très importants, parce qu'à l'époque, le service militaire était obligatoire, et les graphistes essayaient de faire leur service militaire à l'ECPA, donc ça a formé de nombreux graphistes, la SFP. Voilà 2 exemples d'images. À gauche, c'est une image de Fantôme, de Georges Lacroix. Siobembor, qui était une parodie de Biosensor, qui était un film japonais qui avait fait sensation l'année d'avant, et qui était fait avec de très gros moyens. Et donc là, avec des tout petits moyens et beaucoup d'humour, ils avaient eu un certain succès grâce à leur Cubicomp. Deuxième système, Imagix, qui était un système français, Cocorico, développé par 2 jeunes étudiants en architecture, Olivier Emery, que vous connaissez probablement aujourd'hui comme président de Trimaran, et Pascal Terracol.
sur un système Jixi. Alors c'est assez curieux. Ah oui, j'ai pas dit dans l'image d'avant, tout ce qui est graphique, on la voit pas beaucoup, c'est la grosse boîte à droite. C'est-à-dire le système graphique dans le Cubicomp, c'est une boîte de la taille du PC. Ce que vous avez aujourd'hui sur une carte, c'est dans une grosse boîte. Là, tout est dans l'écran qui est au-dessus. C'est assez curieux. La mémoire d'image et les processeurs graphiques sont dans l'écran. Ce qui d'ailleurs, quand on utilisait, parce qu'il y avait toujours aussi un système de palette graphique, quand on utilisait la palette et qu'il fallait sauver l'image, ça prenait 1 heure parce qu'il y avait un port série pour relier l'écran au PC, ce qui était une catastrophe. Ce système a permis à MacGuff de commencer. Les premiers films MacGuff sont faits là-dessus. Et à Buff, qui avait en fait acheté le soft et l'avait reporté sur un autre système. Donc à gauche, vous avez un des premiers travaux de Pierre Buffin, un générique TV pour la 5, à fond la caisse. Ça devait être d'ailleurs encore BSCA, j'ai mis Buff, parce que BSCA est un peu l'ancêtre de Buff. Et La vie des bêtes, à droite, dont a parlé tout à l'heure, de MacGuff, fait aussi sur ce système Jixi. Il y avait d'autres systèmes, Ecolite de la société Spring, qui a surtout été utilisé dans l'architecture. Opium, qui avait été développé par Sogitech sur Silicon Graphics et porté sur PC. Il y a eu ZA, vous l'avez eu, les Gobelins, mais les Gobelins l'ont utilisé surtout en formation permanente, à ma connaissance. À l'époque, la formation initiale ne faisait pas du tout de 3D. Arrive 86, les Silicon Graphics, qui sont la révolution. C'est beaucoup plus cher, mais on a du graphique temps réel. Je peux vous dire que je me rappelle, on était tous sidérés. Imagina, là, devant la mer, dans le hall autour de la salle de conférence, quand on a vu une démo d'une Silicon Graphics où on pouvait bouger une espèce d'araignée, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une démo d'une araignée qui devait être en 80 facettes, 100, 105 peut-être, mais qu'on pouvait bouger en temps réel, en couleur, pas en fil de fer, en couleur, sur une plaque qu'on pouvait orienter. On était baba. Et tout le monde est passé sur Silicon Graphics, tous les grands logiciels de l'époque, Wavefront, Alias, Explore, Softimage, Vertigo. Vertigo, c'était la suite du Cubicomp, sont passés sur Silicon Graphics, pardon. Entre 1995 et 2002, tous les films nommés aux Oscars pour les effets visuels sont truqués sur des stations Silicon Graphics. Explore, en 87, il faut quand même en dire quelques mots, ça a déjà été évoqué par Marc Petit et par toi, développé par TDI, par la fusion d'équipes qui venaient de Thomson et de l'INA, qui est devenu le standard en France, qui a été le logiciel 3D le plus vendu au monde dans les années 90. C'est Jean-Charles Orcade qui l'a appris, le PDG, plus tard. C'était un secret d'État. La seule personne, enfin la seule société qui savait qui vendait combien de licences, c'était Silicon Graphics, parce qu'on achetait à ce moment-là le système complet avec le logiciel. Donc TDI savait exactement combien, Silicon Graphics savait exactement combien TDI ou Explore, ou Alias, ou Wavefront vendaient de stations, donc vendaient de licences. Par ailleurs, vous pensez bien qu'en pleine guerre commerciale, ce nombre de licences était un secret d'État. Donc c'est que plusieurs années après qu'on a su, parce que c'était impossible de le dire pour des Nord-Américains, que c'était un logiciel français qui était en tête, on a su que c'était le cas. Il y a eu des tentatives pour le porter sur PC, mais c'était trop tôt. Sur IBM, je vous passe les déboires divers et variés qui font que les changements de stratégie, que ce logiciel a été vendu, puis est devenu effectivement un petit morceau de Maya. Je voulais revenir sur quelques enjeux logiciels que je trouve intéressants, 3 enjeux logiciels que je trouve intéressants de ces années-là, qu'on a oubliés parce que maintenant ça paraît banal. D'abord le lissage, parce que quand on a des facettes comme dans le visage en haut, qui est le visage de la femme de Gouraud, qu'il avait utilisé, peint pour faire son premier modèle et faire ses tests, Henri Gouraud, donc, qui a inventé ce lissage dans sa thèse soutenue en 1972, qui permet, quand on a un modèle à base de facettes comme le visage, c'est une magouille, c'est un truc, mais de faire croire qu'il est lisse alors que le modèle n'est pas lisse. Mais il y avait aussi des techniques déjà dans le logiciel de l'INA, le pré-Explore,
un module patch. Alors, il fallait choisir. Soit on travaillait en facette, soit on travaillait en patch. Mais typiquement, le film Le Flipper qu'on voit en bas à gauche fait à l'INA. Si vous regardez bien la sphère, parce qu'elle n'est pas polygonale, alors que quand on utilisait un système de facettes, vu qu'on n'avait pas droit à plus de 1000, 2000, 3000 facettes à l'époque, à tout casser, on voyait très bien quand même le contour polygonal. Deuxième enjeu logiciel, la cinématique inverse. À l'époque, les ingénieurs, ils avaient dit « Vous voulez animer ? Pas de problème. » Moi, je l'avais fait aussi sur le logiciel qu'on avait développé aux Arts Déco. Ben voilà, je vous mets la rotation du bras, la rotation là, la rotation là. Puis il y avait l'animateur qui disait « Oui, mais moi, ce que je veux, c'est la main posée sur la table et le corps qui bouge. » Ah, compliqué. Et c'est Raymond Perrin, je pense, le premier au monde qui a réussi à développer la cinématique inverse et qui a présenté Le Pantin en 90, un petit personnage qui marche, les pieds posent sur le sol et ne glisse pas. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure le film de Fantôme, Le Petit Chien, il y a juste des pieds, il n'y a pas de... ils ne sont pas reliés au corps, ce qui est une façon habile de tricher, et c'est beaucoup plus facile. Là, il y a des jambes. Et qu'il brevette. Pardon ? Et il avait un brevet. Et il pose un brevet. Il pose un brevet, d'où plein de problèmes. Il essaye de le vendre à TDI, qu'il n'achète pas. Enfin, c'est toute une histoire. Et Jean-Charles Ourcade s'en mord les doigts. Il a eu interdiction de l'acheter parce que ses chefs voulaient partir dans le domaine du design et de l'automobile et pas dans l'animation. Finalement, c'est Softimage qui l'achète, d'où le fait, ça a été mentionné tout à l'heure par Marc Petit, que Softimage est devenu le logiciel majeur utilisé pour faire de l'animation et que les gens ont même été prêts à s'emmerder, à modéliser sur un système, faire l'animation sur un autre et faire le rendu sur un troisième pour pouvoir profiter de l'animation Softimage. Puis il y a eu une brouille, enfin bon. Troisième enjeu, le temps réel. Entendons-nous bien, quand je dis le temps réel, ce n'est pas le temps réel au sens où on en parle aujourd'hui, c'est le temps réel. Je suis devant un poste de travail, je suis infographiste, je modifie un paramètre sur mon rendu. Est-ce que j'ai le temps d'aller boire un café, d'aller déjeuner, d'aller me coucher avant de voir le résultat? Ce qui n'est pas très productif. D'où l'idée, développée d'ailleurs par toujours le même Georges Lacroix, dont on a déjà parlé plusieurs fois, et Jean-Charles Ourcade, de dire, après dans une discussion au resto, mais au fond, ce qu'il faut, c'est trouver un système où on puisse, quand un infographiste modifie un paramètre de rendu, voir un résultat approchant, dans l'idéal en temps réel, disons, allez, en 10 secondes, 1 minute, 2 minutes. D'où en 92, qui était révolutionnaire dans Explore, IPR, Interactive Photorealistic Rendering, qui était le déploiement logiciel de cette idée-là, de faire des précalculs, de mettre en mémoire les shaders. Malheureusement, les machines étaient encore un peu limites pour arriver et c'était intéressant, mais ça ne marchait pas aussi bien. Cette histoire sur le matériel, elle se finit au début des années 2000 avec la revanche des PC. Vous le savez, le marché du jeu a permis de faire un marché de masse des cartes graphiques. Et du coup, on se trouve avec des nouveaux concurrents comme 3ds Max développés directement sur PC et qui dament un peu le pion aux gros. Et puis, même les gros, genre Maya, basculent très vite sur PC. Et c'est la fin des Silicon Graphics. Donc il y a eu vraiment cette période de domination totale de Silicon Graphics qui a... Au niveau logiciel, je voulais dire 2 mots très rapides sur... alors là, on n'est plus en France, mais je trouve que quand même John Warnock et Adobe, il faut qu'on se rappelle aussi ce que ça a apporté. Illustrator, gérer les courbes de Bézier. Les animateurs, au tout début, quand ils devaient faire des animations avec les courbes de Bézier, une courbe de Bézier à 7 ou 8 points, c'est l'enfer, parce qu'en dehors du premier et du deuxième, les points ne sont pas sur la trajectoire. Alors c'est sympa pour de l'automobile, on tire dessus et puis on voit ce que ça donne comme courbe, mais pour faire une trajectoire qui passe là où on veut, c'est pas facile. Et Illustrator, finalement, c'est une idée géniale de faire juste des courbes de Bézier à 4 points, de visualiser les 2 points du milieu par ces tangentes, et voilà, c'est un gestionnaire de courbes de Bézier, mais c'était génial. Photoshop, je pense là, c'est évident pour tout le monde. C'est de l'UX design de l'époque. Oui, exactement.
Photoshop, on avait des palettes qui étaient lourdingues, très chères, pas très conviviales, qui a tout changé. Il y avait la Penbox, mais la Penbox coûtait 1 million de francs. Et encore, elle n'avait pas forcément... Enfin, c'était difficile à comparer. Et le PDF, on a oublié aussi qu'il y avait plein de langages de description de pages, que chaque fabricant de périphériques avait son langage, Tektronix, Benson, Hewlett-Packard, et que quand on achetait un logiciel, on disait « Ah oui, mais vous avez bien le pilote pour mon imprimante là ?»« Ah merde, vous n'avez pas le pilote, alors ou j'achète pas le logiciel, ou j'achète une imprimante que vous reconnaissez. » Et qu'avoir un et on te vendait le pilote 500 francs minimum. Oui. Bah oui, parce qu'il fallait le développer. Donc c'est marrant, Marc parlait tout à l'heure dans la 3D des processus permettant, ben là on l'a eu sur, je dirais, le fonctionnement quotidien au niveau du document, avoir un document aussi qui soit bien what you see is what you get. J'ai encore un mot pour parler un peu des festivals. Les festivals, les festivals, parce que tu l'as un peu évoqué, mais je trouve que ça a été vraiment... Vous êtes ici, donc vous ressentez bien l'importance qu'on se retrouve et qu'on ne refasse pas que avoir de l'information par Internet, mais n'oubliez pas qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ça reste un modèle économique compliqué parce que s'il n'y a pas des subventions, ça ne tient pas. Alors SIGGRAPH, on l'a souvent évoqué, j'aurais pu faire une conf sur SIGGRAPH. C'est le seul, à ma connaissance, qui réunit les scientifiques et les créatifs et pour lesquels c'est une consécration d'être sélectionné à SIGGRAPH. Avoir son film sélectionné à SIGGRAPH ou avoir un papier scientifique sélectionné à SIGGRAPH, on aime bien. C'est malheureusement toujours... On avait rêvé à un moment d'en faire venir un à Paris, mais ça ne s'est jamais concrétisé. C'est toujours dans les villes américaines, plus Vancouver. Le prochain est à Vancouver. Il y a eu donc un film show parce que c'était au départ un lieu de rencontre de scientifiques, mais ils ont ajouté notamment un film show dès 79, non compétitif jusqu'en 2003, ce qui était pas mal. Dès 82, il y avait des Français, Huittrich et Naas, de l'Université Paris 8 à l'Art Show, et dès 83, donc Human Unknown, dont j'ai déjà parlé, qui est le premier film français sélectionné. Je passe sur la suite. Juste un truc, ça c'est le pourcentage, une courbe que je mets à jour depuis plus de 20 ans, du film français sélectionné à SIGGRAPH. Alors ça avait grimpé au début. Il y a eu une espèce de stabilité entre 97 et 2013. Je me suis dit, bah voilà, on va rester entre 8 et 25%. Et puis là, c'est en train de regrimper. Alors, je ne sais pas. Je ne suis pas devin. Je pense que ce n'est pas possible qu'un jour, il y ait 100% de films français sélectionnés à SIGGRAPH. Mais pour l'instant, mathématiquement, la courbe, elle continue depuis 83. Il faut y croire. Croyons-y. D'autant plus que, petit message à la salle, le début de la courbe, c'est beaucoup des films de studio. Et puis peu à peu des films d'école, nous, l'ENSAD au début, beaucoup, Supinfocom, etc. Et aujourd'hui, c'est pratiquement que des films d'école. Je crois que le dernier studio qui a été plusieurs fois sélectionné et primé une fois, c'est Unit Image. Et c'est dommage parce que je pense que si vous, les studios, vous envoyiez vos films à SIGGRAPH, alors je sais, c'est du boulot, il y en aurait certainement des sélectionnés et on ferait encore grimper plus cette courbe qui est pour l'instant maintenue par les écoles. Alors, sinon, les festivals en 81, il y en a déjà quelques-uns. Il y a NCGA aux États-Unis, mais qui est très technique. Ars Electronica à Linz, qui existe toujours. Si vous êtes chercheur, message, les archives sont géniales. C'est le festival qui a les meilleures archives. On peut retrouver, moi j'ai retrouvé des trucs sur des films français, les mots manuscrits envoyés par fax par le réalisateur, ce qui est quand même une source intéressante. Eurographics, qui a été évoqué, je crois, par toi, qui est surtout scientifique. Il y a eu un film show à Nice en 85. Annecy, on pourrait en parler très très longuement, qui a eu du mal à se mettre à la 3D. Vous avez peut-être entendu, il y a eu des gros débats au dernier Annecy pour savoir est-ce qu'on acceptait les films avec de l'IA. Il y a eu les mêmes débats, exactement les mêmes, dans les années 80. Est-ce qu'on accepte les films avec de l'image sur ordinateur? Une levée de bouclier d'animateurs disant c'est de la triche si on commence à faire des images pas à la main, où allons-nous? Il ne faut pas les accepter. Heureusement, à l'époque, ils ont modifié le règlement pour être clair et accepter les films 3D.
Juste petite anecdote sur Annecy. Moi, je me rappelle une projection où il y avait un court-métrage qui s'appelait Pixel, qui a été hué par la salle, comme tous les films 3D du début, du début de la 3D à Annecy. Et en réalité, ce film était un film en animation traditionnelle. C'était juste sur la base du titre. Oui. Alors en 83, c'est Vol de rêve, un film canadien en fil de fer magnifique, 2 films 2D italiens, mais en 85, comme tu l'as dit, il y a le MIFA soutenu par Octet qui démarre, il y a des colloques sur les nouvelles images, il y a des 5 films 2D, un film 3D, et puis 87, à l'époque, Annecy était 1 an sur 2, ce qu'on a appelé l'Electronic Invasion. Voilà, avec plein de prix, des colloques sur l'image de synthèse 3D, sur l'image de sur l'animation sur ordinateur, etc. Et puis Imagina, bien sûr. On pourrait là aussi faire une conférence sur l'histoire d'Imagina, créée par André Martin, repris par Philippe Kéo, qui a été le rendez-vous européen pendant 20 ans. Je ne vais pas les citer, mais ce qui a été fantastique, c'est qu'il y a eu un espèce de foisonnement. Tout le monde avait envie de se rencontrer. En 83, un truc très important à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, informatique et culture, qui a été vraiment un boost, voilà, pour ATI et pour nous. En 86, ça a été un foisonnement énorme dans toutes les villes, qui a souvent très vite été stoppé après. Aujourd'hui, en 2 mots, à ma connaissance, il reste Laval Virtual, qui est très réalité virtuelle, Angoulême, le FITA, qui avait démarré en 99, puis les RAF avec le RADI, et Paris FX, qui avait démarré en 2007 et qui est devenu le PIDS Anguin. À l'étranger, il y a toujours SIGGRAPH Asia, Eurographics, FMX à Stuttgart, en partenariat avec un festival d'animation qui, pour moi, a pris la suite d'Imagina. Et la View Conférence à Turin, les écoles, je passe. Voilà, il y a eu plein d'écoles, il y aurait beaucoup à en dire, qui se sont multipliées, démultipliées et de plus en plus, et peut-être trop. Si vous voulez en savoir plus, sur le site is3d.fr, j'ai mis tous les colloques, les séminaires qu'on a fait autour de cette histoire. C'est une Bible, hein. C'est une Merci. Bible. Dans le cadre de mon programme de recherche à l'ENSAD. Et sinon, vous avez mon livre dont la page est à droite. Merci. Merci Pierre.